Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde. La société possède plus de 2000 marques différentes et vend du chocolat, du muesli, du café, des aliments pour bébés, de l'eau, des glaces et bien d'autres choses encore. Quelques exemples. Difficile de faire ses courses sans acheter quelque chose qui appartient à Nestlé. Pourtant, l'entreprise est accusée de choses vraiment terribles, dont l'esclavage des enfants, le meurtre d'enfants, l'exploitation du Népal, l'affirmation que l'eau ne devrait pas être un droit de l'homme et d'innombrables autres scandales. Quelle est donc la vérité? Et si Nestlé est vraiment si maléfique, comment s'en sort-elle? Cette vidéo est un voyage dans le monde obscur de Nestlé. Un regard dans les coulisses de l'une des entreprises les plus controversées de tous les temps. Mais pour comprendre l'histoire de Nestlé, il faut d'abord remonter à l'homme qui a tout déclenché. L'histoire de Nestlé commence par la naissance d'un enfant à Francfort en 1814. Henri Nestlé est le 11e de 14 enfants et né dans une famille de verriers où le métier de verrier se transmet de père en fils depuis de nombreuses générations. En grandissant, Henri Nestlé se passionne pour la chimie et décide de devenir pharmacien, au lieu de suivre la profession familiale. Cette décision est à l'origine d'une petite dispute entre lui et son père. Mais Henri est déterminé à suivre sa propre voie. À l'âge de 15 ans, il commence un apprentissage de pharmacien avant de quitter sa ville natale en Allemagne et de s'installer en Suisse, où il se consacre à la production de médicaments et à des expériences chimiques. C'est là, en Suisse, qu'Henri a fondé l'une des plus grandes entreprises du monde. Vevey, en Suisse, est d'ailleurs encore aujourd'hui le siège de Nestlé. Mais c'est bien plus tard dans sa vie qu'Henri a fondé Nestlé. Avant de percer, il avait expérimenté toutes sortes d'idées commerciales, telles que la production et la vente de liqueurs, de vinaigre, de rhum, de limonade et même d'engrais. Mais aucune de ces idées commerciales ne semblait porter ses fruits. Ce n'est qu'à l'âge de 50 ans qu'Henri a enfin fait sa grande percée. Tout a commencé lorsque Henri a lu un rapport sur le taux de mortalité infantile extrêmement élevé qui indiquait que de nombreuses femmes n'étaient pas en mesure d'allaiter, ou bien leur bébé était allergique au lait maternel. Henri s'est rendu compte que cet énorme problème représentait également une énorme opportunité. Il y avait manifestement un grand besoin d'une alternative artificielle à l'allaitement maternel qui pourrait sauver la vie d'innombrables enfants. Henri a donc commencé à étudier toutes les informations disponibles sur le lait maternel et à réaliser une série d'expériences avec différents ingrédients dans son laboratoire. Mais sauver la vie de bébé n'était pas la seule chose qui poussait Henri à trouver un substitut au lait maternel jour et nuit. Sa propre tragédie a également joué un rôle. La femme d'Henri avait de nombreux problèmes de santé et ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais en raison de son instinct maternel, elle était très préoccupée par les bébés des autres et a poussé Henri à développer un substitut au lait maternel qui pourrait sauver des vies. Et en 1867, il y est parvenu. Henri avait mis au point l'une des premières préparations pour nourrissons. Il s'agissait essentiellement d'un mélange de farine de lait de vache et de sucre qui pouvait être utilisé comme substitut du lait maternel naturel. Henri a ensuite fondé une société appelée Nestlé pour vendre son nouveau produit. Comme vous pouvez le constater, Nestlé a démarré avec de très grandes intentions. Un homme humble a créé un produit salvateur pour les bébés qui ne pouvaient pas être allaités naturellement. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une histoire à succès qui réchauffe le cœur. Elle ressemble plutôt à un film d'horreur. En effet, c'est cette préparation pour nourrissons qui a donné le coup d'envoi à la domination de Nestlé. C'est aussi le produit qui a détruit des vies et provoqué un scandale international. Et au fur et à mesure que Nestlé devenait un énorme conglomérat, l'entreprise s'est retrouvée mêlée à toutes sortes de controverses obscures. Mais nous y reviendrons dans un instant. Au départ, les nouveaux aliments pour bébés d'Henri connaissent un énorme succès. Les commandes affluent si rapidement qu'Henri doit ouvrir une usine pour répondre à la demande. Il n'arrivait pas à croire que cela se produisait si rapidement et que l'argent affluait. Vu le grand succès de ce premier produit, Henri collabore avec un chocolatier suisse
nommé Daniel Peter, pour développer un autre nouveau produit. En 1875, ils produisent ensemble le premier lait chocolaté. En quelques années, Henri est passé du statut de petit pharmacien suisse inconnu à celui d'homme le plus riche du monde. Et Nestlé s'agrandit de mois en mois. Mais d'une certaine manière, c'était un peu trop pour Henri, qui entrait dans la dernière phase de sa vie et souhaitait vraiment se détendre et passer plus de temps avec sa femme. Quelques années plus tard, Henri décide donc de prendre sa retraite et de vendre son entreprise. Gustave Marquis, Jules Monera et Pierre-Samuel Roussy reprennent Nestlé et la transforment en société anonyme. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, car les nouveaux propriétaires ont de grands projets d'expansion. En 1905, ils fusionnent avec une société concurrente qui vend des produits similaires et qui s'appelait Anglo-Suisse. Ensemble, ils deviennent le groupe Nestlé. En mettant en commun toutes leurs ressources au lieu de se faire concurrence, elles ont pu dominer le marché plus facilement et élargir leur gamme de produits. Dans les années 1920, Nestlé crée de nouveaux chocolats et diverses boissons. En 1938, elle crée le premier café destiné au marché de masse. Le moment est bien choisi, car le café instantané aide les soldats à rester éveillés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi il a été inclus dans les rations d'urgence de tous les soldats américains. Le groupe Nestlé a non seulement développé de nouveaux produits, mais il a aussi souvent racheté d'autres entreprises dans lesquelles il voyait un potentiel ou qu'il considérait comme des concurrents sérieux. Ainsi, la liste des produits Nestlé n'a cessé de s'allonger au fil des ans, et avec la richesse et la puissance de l'entreprise. Malheureusement, cela ne suffit pas et un plan est élaboré en coulisses. Un plan qui allait rapporter des millions de dollars et mettre en danger des millions de vies. Lorsque Henri Nestlé a mis au point sa première préparation pour nourrissons en 1867, l'idée était de fournir un complément nutritionnel aux mères qui ne pouvaient pas allaiter leur enfant. Il ne s'agissait certainement pas d'essayer de remplacer complètement le lait maternel. Et pour cause, des études ont montré que le lait maternel naturel est plus sain que n'importe quel lait artificiel. Le lait maternel naturel est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, l'Institut Robert Koch, l'UNICEF et d'innombrables autres organismes. Pendant un certain temps, les préparations pour nourrissons ont été vendues simplement comme une alternative pour ceux qui en avaient besoin. Mais dans les années 1970, quelques 100 ans après la création de l'entreprise, les ventes ont semblé ralentir et Nestlé a commencé à devenir gourmande. Elle s'est demandé pourquoi ne pas vendre cette préparation pour nourrissons à toutes les mères et pas seulement à celles qui en avaient réellement besoin. En fait, malgré tous les autres produits lancés par Nestlé, les préparations pour nourrissons restaient l'un de ses principaux moteurs de vente. Et ce, parce que les marges bénéficiaires sont très élevées. Imaginez donc combien d'argent Nestlé pourrait gagner en élargissant son marché à toutes les mères. Nestlé a donc lancé une campagne de soutien au lait maternel en vantant agressivement la supériorité de ses préparations pour nourrissons. Elle a manipulé les mères en leur faisant croire que les préparations pour nourrissons de Nestlé étaient indispensables à la santé de leur bébé et qu'il était meilleur pour leur bébé que l'allaitement maternel. En réalité, c'est le contraire qui est vrai. Les préparations pour nourrissons Nestlé étaient bien inférieures au lait naturel. Elles manquaient de nombreux nutriments qui aident les bébés à lutter contre les maladies et à rester en bonne santé. Encourager les mères à changer de lait alors que ce n'était pas nécessaire exposer leur bébé à un risque accru d'infection et de malnutrition. Pour s'assurer que les mères croient à ces informations, Nestlé a commencé à payer des médecins et des hôpitaux pour qu'ils fassent du porte-à-porte avec ces préparations pour nourrissons. Elle les a incités à dire aux mères que ce produit était meilleur que l'allaitement. Nestlé a intensifié son action en Afrique et en Asie, où elle a engagé des vendeuses qui se sont déguisées en infirmières. Ces vendeuses se déguisaient en infirmières et convainquaient les mères d'abandonner l'allaitement maternel et d'utiliser leur préparation pour nourrissons. Ces vendeuses étaient rémunérées à la commission. Cela signifie que plus elles vendaient de lait maternisé, plus elles gagnaient. Cela les encourageait à vendre le lait maternisé de manière très agressive, ce qu'elles faisaient. Ces vendeuses, qui se faisaient passer pour de vraies infirmières, arpentaient les couloirs des maternités
ou rendaient même visite aux mères à leur domicile à l'improviste pour leur vendre des aliments pour bébés Nestlé. Et ce n'est pas tout. Nestlé s'est arrangé pour que ces fausses infirmières donnent aux mères des échantillons gratuits de son lait maternisé. Seulement, elle leur donnait juste assez d'échantillons pour qu'une fois épuisées, les mères cessent de produire du lait et n'aient d'autre choix que de payer le produit coûteux de Nestlé pour maintenir leur bébé en vie. L'initiative s'est avérée très fructueuse et rentable pour Nestlé. La société a donc étendu ce plan à de nombreux autres pays. En particulier dans les pays en développement où de nombreuses femmes n'étaient pas suffisamment éduquées pour comprendre que les informations qu'elles recevaient n'étaient pas vraies. Car si une femme qui semble être une infirmière qualifiée vous dit que votre bébé a besoin de ce produit, vous la croyez. Les conséquences ont été fatales. On estime que des millions d'enfants sont morts ou ont souffert d'un manque de nutriments essentiels. Les effets ont été pires dans les pays du tiers-monde où il n'y avait pas d'accès à l'eau potable. Le principal problème était que les aliments pour bébés devaient être mélangés à de l'eau. Cependant, Nestlé a convaincu les gens d'utiliser cette préparation pour nourrissons, même dans les endroits où l'eau propre était très rare. Le lait maternisé était alors mélangé à de l'eau contaminée, ce qui rendait les enfants malades. De nombreuses femmes ne pouvaient pas se permettre de continuer à acheter du lait artificiel pour leur bébé. Pour continuer à acheter le lait maternisé dont dépendait leur bébé, elles ont dilué et dilué avec encore plus d'eau. Les bébés ne recevaient donc pas assez de nutriments du lait maternisé, ce qui entraînait une malnutrition. Pour ne rien changer, les instructions figurant sur l'emballage étaient en anglais, mais la plupart des mères de ces pays étaient incapables de les lire. Elles ne se rendaient donc même pas compte qu'elles affamaient leur enfant en diluant autant la nourriture. Cela signifie également que beaucoup d'entre elles n'ont pas réalisé qu'elles devaient d'abord faire bouillir l'eau pour éviter que les bactéries ne rendent leur bébé malade. Pendant un certain temps, Nestlé n'a rien fait à ce sujet et semblait s'en tirer à bon compte. Mais en 1974, dans une publication intitulée The Baby Killer, les graves conséquences de la promotion agressive des aliments pour bébés dans ces pays ont été explicitement mis en évidence. Nestlé est cité pour son implication dans la création d'un besoin qui n'existait pas auparavant. Les consommateurs ont été convaincus de la nécessité du produit et en sont devenus dépendants. Les conséquences tragiques ont été complètement ignorées. Lorsque ce document a été traduit en allemand par des activistes suisses, il a reçu le titre très brutal de « Nestlé tue les enfants ». Cela a conduit Nestlé à intenter une action en justice contre eux. Mais il était trop tard. Toute cette couverture a conduit à un scandale international pour Nestlé et des boycotts ont été lancés contre l'entreprise dans de nombreux pays. Malgré cela, l'entreprise est restée silencieuse sur la question. Cependant, elle n'a pas pu échapper au problème. En 1978, les dirigeants de Nestlé ont été convoqués devant le Sénat américain au sujet des effets de préparation pour nourrissons Nestlé sur les enfants malades et mourants. Peu de temps après, l'OMS a introduit de nouvelles réglementations stipulant que les entreprises ne doivent plus comparer le lait maternel avec les substituts du lait maternel dans leur publicité. Bien que cette mesure ait aidé les pays bien réglementés, les règles et les lois n'ont pas été appliquées de la même manière que dans les autres pays. Nestlé a donc doublé son marketing et ciblé bon nombre de ces pays sous-développés où les restrictions étaient moindres. Pendant ce temps, les ventes dans les pays comme les États-Unis stagnaient. Nestlé a essayé de changer son image ternie et de promouvoir le lait maternel en faisant des publicités très bizarres avec ce que l'on appelle les super babies. L'idée était de se distancer de l'attention négative des médias en prétendant avoir complètement changé. Tout cela alors qu'ils ont continué à utiliser les mêmes tactiques d'exploitation pour commercialiser leur lait maternisé dans les pays où ils pouvaient encore s'en tirer à bon compte. En 2018, un rapport de Save the Children a constaté que la santé de millions d'enfants vulnérables a été affectée par les tactiques de marketing agressifs de Nestlé et de nombreuses autres entreprises géantes. Et malgré tous les problèmes très graves que ces tactiques ont causés, je suis désolé de dire qu'en ce qui concerne le sombre passé de Nestlé, nous n'en sommes qu'au début.
En 2005, Peter Brabeck-Letmathe, PDG de Nestlé, a déclaré que l'accès à l'eau n'est pas un droit humain fondamental. Après que les médias l'ont critiqué pour cela, il s'est ensuite rétracté. Mais pour comprendre ce qu'il pense vraiment, il suffit de regarder les actions de Nestlé en matière d'eau. Au Pakistan, par exemple, en 2013, Nestlé a commencé à voler de l'eau potable dans les villages et les villes, puis l'a mise en bouteille dans ses usines et l'a vendue aux mêmes personnes que celles à qui elle avait été retirée. Mais à un prix beaucoup plus élevé. Le principal problème est que Nestlé extrait tellement d'eau que des milliers de personnes ont été forcées de boire de l'eau sale et boueuse parce qu'elles n'avaient pas les moyens de s'offrir l'eau embouteillée coûteuse qui leur appartenait. Un rapport d'audit a révélé que les entreprises d'eau embouteillée telles que Nestlé ont pompé 3 milliards de litres d'eau entre 2013 et 2017. Le rapport a également révélé que pas un seul centime n'a été payé pour cela. De plus, sur ces milliards de litres d'eau, 1,9 milliard ont été gaspillés, ce qui correspond à une perte d'environ 3%. Seuls 2,5 milliards de litres d'eau en bouteilles ont été vendus, ce qui n'est pas vraiment respectueux de l'environnement, d'autant plus que le Pakistan a de toute façon des problèmes d'eau. Et voici maintenant la partie la plus absurde. Malgré ce problème, Nestlé Pakistan a reçu le prix du Pacte mondial pour la durabilité des entreprises, décerné par les Nations Unies. La stratégie de Nestlé a essentiellement consisté à priver les gens d'une nécessité telle que l'eau potable, puis à leur proposer une alternative coûteuse. Depuis que Nestlé est présente dans le pays, elle aurait asséché la terre et abaissé la nappe phréatique de centaines de kilomètres. Et ce n'est pas seulement dans les pays en développement que Nestlé agit de la sorte. Par exemple, lorsque la Californie a été frappée par la sécheresse, de nombreuses entreprises ont délocalisé leur activité hors des États-Unis. Mais pas Nestlé. Au milieu de cette grave pénurie d'eau, Nestlé Waters a continué à pomper 705 millions de gallons d'eau douce dans les parcs nationaux de Californie, prélevant une partie des ressources en eau restante de l'État pour la vendre aux Californiens. Tim Brown, PDG de Nestlé Waters, a déclaré « Si je pouvais embouteiller plus d'eau californienne pendant cette sécheresse, je le ferais ». Il a également été rapporté dans le Michigan que Nestlé pompait 747 litres d'eau douce des réserves de l'État chaque minute, et que Nestlé ne paie que $200 pour prélever 130 millions de gallons d'eau du Michigan. Après que Nestlé a provoqué une baisse drastique des niveaux d'eau dans l'État du Michigan, un juge a finalement ordonné à Nestlé de cesser ses activités en raison des dommages écologiques qu'elle causait. Bien que cela ne soit pas très connu, Nestlé est la plus grande entreprise d'eau embouteillée au monde. Nestlé possède plus de 50 marques d'eau embouteillée. Elle souhaite acheter la plupart des réserves naturelles d'eau dans de nombreux endroits afin de créer une pénurie et donc une demande massive. Nestlé a simplement embouteillé de l'eau qui provient exactement des mêmes sources municipales que l'eau du robinet et a annoncé qu'elle provenait de sources Clearmountain. Cela lui permet de facturer un énorme supplément. En fait, ils peuvent acheter un réservoir de cette eau pour $10, remplir des milliers de bouteilles d'eau en plastique et revendre cette eau du robinet glorifiée pour un montant estimé à $50 000. Lorsque vous prenez une tablette de chocolat, la dernière chose qui vous vient à l'esprit est probablement la façon dont elle a été produite. Mais la vérité brutale est que Nestlé a recours au travail forcé et même à l'esclavage des enfants dans les fermes où les fèves de cacao sont récoltées. Pendant un certain temps, cette main-d'œuvre bon marché est exploitée et passée largement inaperçue. Il en résultait des coûts faibles et des bénéfices élevés. Puis, en 2000, un rapport a accusé Nestlé d'acheter du chocolat au sang. Nestlé savait pertinemment que des enfants réduits en esclavage travaillaient dans ses plantations. Il en allait de même pour de nombreux autres grands fabricants de chocolat. En 2000, Nestlé, Cadbury et Mars ont promis d'éliminer l'esclavage de leur chocolat d'ici à 2005. Mais ils ne l'ont pas fait. Les années ont filé et ils ont manqué les échéances à plusieurs reprises. En 2005, le Fonds international pour les droits du travail a intenté une action en justice contre Nestlé et d'autres fabricants de chocolat au nom de 3 enfants maliens,
dans laquelle il était allégué que les enfants avaient été victimes de trafic vers la Côte d'Ivoire et forcés à l'esclavage dans ce pays. La réponse de Nestlé à ces incidents a toujours été la même. Elle a déclaré « Il est impossible de suivre tout ce qui se passe dans ces plantations ». Mais ils ont promis d'essayer d'améliorer leur situation. Mais les années ont passé et il semblait que rien n'avait vraiment changé. En 2010, un documentaire intitulé « La face cachée du chocolat » a attiré l'attention des médias sur la façon dont les enfants sont enlevés à leur famille et forcés de travailler dans les plantations pour rien ou presque. En 2020, une enquête a révélé que des enfants de 8 ans récoltaient le café dans les fermes d'un fournisseur de Nestlé. Les enfants travaillaient 7 jours par semaine, portaient des sacs qui pesaient 2 fois leur poids et étaient payés environ $1 de l'heure pour leur travail. Cependant, Nestlé a de nouveau nié avoir eu connaissance de cette affaire et a déclaré qu'elle essayait de résoudre le problème. Pour être honnête, il s'agit d'un problème complexe qui n'est certainement pas propre à Nestlé. Mais il semble évident que Nestlé est au courant de ces problèmes depuis des décennies. Et avec ses milliards de dollars, elle aurait pu faire beaucoup plus si elle avait voulu. La seule fois où elle a fait quelque chose pour remédier à ces conditions de travail brutales, c'est lorsqu'elle a reçu une presse négative. Un autre exemple est ce qui se passe en Éthiopie. En 2002, Nestlé a réclamé 6 millions de dollars au gouvernement éthiopien, l'un des pays les plus pauvres du monde. Le conflit remonte aux années 1970, lorsqu'un régime militaire éthiopien a confisqué et nationalisé tous les actifs des entreprises étrangères. Bien des années plus tard, l'une des sociétés confisquées a été rachetée par Nestlé. Et maintenant, vous avez demandé une compensation. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une société nationalisée il y a 27 ans, sous un autre gouvernement, et qu'elle n'appartenait même pas à Nestlé à l'époque. Toutefois, pour être juste, Nestlé était techniquement en droit de demander une compensation. Mais c'est là que le bas blesse. À l'époque où elle a reçu la demande de 6 millions de dollars, l'Éthiopie était confrontée à une famine extrême qui menaçait la vie de 15 millions de personnes. Le pays était en proie à une extrême pauvreté. De nombreux citoyens gagnaient moins de 100 dollars par an. Ces 6 millions de dollars pourraient alors contribuer à fournir de l'eau potable à des millions d'Éthiopiens. Ils pourraient littéralement sauver des vies. Mais en dépit de ces connaissances et du fait que Nestlé a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 65 milliards de dollars la même année, Nestlé a d'abord refusé de laisser l'Éthiopie s'en sortir et s'est obstiné à réclamer l'argent. Et ce, en dépit du fait que 6 millions de dollars ne signifiaient rien pour Nestlé. C'était une question de principe. Mais lorsque les médias se sont emparés de l'affaire et que les gens ont menacé de boycotter Nestlé, cette dernière a immédiatement fait marche arrière. La dette a été réglée pour 1,5 million de dollars et Nestlé a promis de réinvestir l'argent dans l'économie du pays. Mais il semble évident que Nestlé n'avait pas l'intention de faire marche arrière, s'il ne s'agissait pas d'un cauchemar potentiel en matière de relations publiques. Et si vous pensez que la controverse autour de Nestlé s'était arrêtée là, vous vous trompez. En 2012, l'autorité de la concurrence a fait une descente dans les bureaux de Nestlé pour mettre au jour la question de la fixation des prix. Il a été allégué que Nestlé s'était entretenu avec d'autres fabricants de chocolat pour s'assurer que tous leurs prix restaient les mêmes. Nestlé a nié toute collusion, mais a finalement accepté une compensation de 9 millions de dollars l'année suivante. Normalement, il s'agit d'un gros scandale. Mais dans le contexte de toutes les autres allégations à l'encontre de Nestlé, il ne semble pas si grave en comparaison. En fait, nous pourrions continuer à énumérer les allégations contre l'entreprise pendant un bon moment. Comme par exemple, le procès selon lequel les aliments pour chiens Purina Pet Care, produits par Nestlé, ont provoqué de graves maladies et la mort de milliers de chiens. Nous pourrions également parler des terribles statistiques de Nestlé en matière de pollution, mais à cause de tous ces scandales dans lesquels Nestlé a été impliqué, de nombreuses personnes ont essayé de boycotter les produits Nestlé. Mais l'entreprise est tellement grande que c'est incroyablement difficile. En effet,
Les produits qu'elle vend sont très nombreux et variés. Elle s'est présentée dans presque tous les pays et propose des produits dans de nombreuses catégories différentes. Ainsi que vous achetiez de la nourriture, de l'eau ou même des cosmétiques, il y a très certainement un produit Nestlé dans votre panier. C'est probablement la raison pour laquelle, malgré toute cette controverse, Nestlé continue de croître et de devenir encore plus puissante. Pour être honnête, je suis sûr que de nombreuses personnes travaillant chez Nestlé souhaitent simplement fabriquer de bons produits de manière totalement éthique. Le problème, c'est que lorsque Henri Nestlé a fondé l'entreprise, il a résolu un problème très réel. Malheureusement, le modèle d'entreprise a ensuite évolué de telle sorte qu'il a créé des problèmes pour vous vendre la solution. Bien sûr, lorsque vous existez depuis des centaines d'années et que vous possédez autant de marques, certains scandales sont probablement inévitables. En vous abonnant et en l'aimant, vous soutenez cette chaîne afin qu'elle puisse créer davantage de contenu de ce type.